Bonjour à tous, je vous remercie d'être là. J'espère que vous allez bien en cette période si particulière. Justement, nous sommes là via ce Business Booster Forum et donc j'en profite aussi pour remercier la CCI France Internationale pour l'organisation de ce forum en fait en version totalement digitale. Et donc, de nous donner l'opportunité d'échanger avec vous tous. Alors, le Business Forum, le Business Booster Forum, en fait, c'est l'opportunité pour nous de vous apporter en fait des pistes de réflexion pour que vous trouviez des opportunités d'affaires, vos opportunités d'affaires à l'international, et plus précisément pour ma part à Singapour. Alors, je tenais à préciser pour ceux qui ne sont pas au courant que Singapour, en fait, fait partie des pays tests pour la reprise des missions et des services de Business France à l'étranger, à savoir les missions de prospection individuelle, les délégations ou encore les études de marché. Et donc, la Chambre de commerce à Singapour a remporté cet appel d'offres il y a un peu plus d'un an maintenant et a constitué un département au sein de la Chambre qui s'appelle la Team France Export, donc la TFE. Et au sein en fait, de ce département, nous avons des experts secteurs qui se sont également enregistrés à ce forum et qui sont disponibles pour des rendez-vous individuels. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux si jamais, pour des raisons de facilité, vous préférez me contacter moi, bien sûr pour des questions d'implantation, mais également au besoin pour une mise en relation avec ces experts secteurs, n'hésitez pas, mon email va s'afficher pendant la présentation. Donc voilà, vous avez les deux formats possibles. Également, je tenais à vous préciser que l'une de mes collègues, donc Marie, organise demain un webinaire au sein de ce forum également sur les fintechs à Singapour. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à vous inscrire tout simplement. Alors, on va commencer la présentation. Je me permets, comme mon écran est partagé, de vous montrer cet outil, donc le Q&A. Nous allons faire, alors vous avez peut-être une version anglaise, en française, pardon, donc questions-réponses. Donc nous allons traiter toutes les questions à la fin uniquement de l'intervention, mais n'hésitez pas du coup à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Nous allons essayer de les traiter en fin. Si par manque de temps, nous n'avions pas le temps de finir de traiter toutes ces questions, encore une fois, n'hésitez pas, nos emails vont s'afficher, donc n'hésitez pas à nous écrire directement, soit à nouveau pour parler de vos projets ou pour qu'on réponde directement à vos questions. Alors, pardon, excusez-moi. Donc, créer sa filiale à Singapour. Alors, on l'a intitulé la stratégie gagnante, mais techniquement, c'est plutôt les stratégies gagnantes parce qu'il y a plusieurs possibilités en fonction de vos besoins. Aujourd'hui, donc pour ma part, Laetitia, je travaille à la Chambre de commerce française à Singapour depuis plus de 5 ans et je suis en charge des questions d'implantation et des demandes de visa, de travail et de séjour. Et donc aujourd'hui, avec nous, j'ai Adrien Thomas qui est Managing Director Asie-Pacifique pour la société Niji Digital Private Limited. Donc la Private Limited, c'est un format de structure dont nous allons parler un petit peu plus tard. Et donc, Niji Digital est une filiale d'une société française que nous avons implantée avec la Chambre de commerce française à Singapour en début d'année 2019 et pour l'entité pour laquelle nous avons également fait la demande de permis de travail pour Adrien. Voilà, bonjour Adrien. Bonjour à tous. Ensuite, nous avons également Alexia Verlet. Donc, elle est Chief Representative Asie-Océanie pour les laiteries Tribala-Rian. Donc, elle a un titre un peu particulier parce qu'elle est sous un format de bureau de représentation. Et donc, c'est également une entité qu'on a aidé à s'implanter l'année passée avec la Chambre. Et donc, on va parler également du bureau de représentation. Et Alexia a la spécificité également d'être sous un statut de VIE. Donc, elle pourra intervenir également sur cette question. Bonjour Alexia. Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, donc on va commencer sur Singapour et les secteurs clés. Alors, pour ce qui est donc effectivement Singapour, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais si jamais, voilà, quelques éléments. Alors sachez que Singapour, on dit souvent que c'est un tremplin en fait pour l'Asie du Sud-Est parce que, alors hop, je vais réduire ça, voilà, parce que
Hop, voilà, comme ça vous avez l'écran en totalité, puisque en fait, souvent c'est une stratégie qui est assez répandue dans la zone. Singapour, pour des questions de fiscalité intéressantes, mais également pour une stabilité politique ou économique, les sociétés vont décider de s'installer à Singapour pour ensuite rayonner dans la zone, et en particulier en Asie du Sud-Est, puisque Singapour fait partie de ce qu'on appelle l'ASEAN. Donc, c'est une association qui contient 10 pays, donc vous les avez ici. Et c'est une zone qui est particulièrement intéressante puisque c'est un énorme marché. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'habitants, 650 millions d'habitants, avec une population qui est plutôt jeune et une classe moyenne en général. C'est aussi une zone qui a des besoins qui sont totalement différents parce qu'on a par exemple le Laos qui est vraiment sur le début de son développement et qui a des besoins notamment en infrastructure, mais on a des pays comme Singapour qui sont riches et développés et qui vont avoir des besoins totalement différents. Alors, on le voit notamment au niveau du PIB moyen par habitant, puisqu'au niveau de l'ASEAN, la moyenne est de 4 601 dollars américains. Pour Singapour, on est à 64 582 dollars américains. Donc voilà, on a un écart assez important. Et sachez que post-Covid, les estimations portent sur un taux de croissance moyen du PIB de 2,2%. Donc c'est une croissance qui est quand même importante. Et donc, c'est une vraie opportunité pour vous si vous cherchez à développer vos affaires à l'étranger. Alors, Singapour, en quelques chiffres, vraiment très rapidement. Ici, une carte où vous voyez en fait l'île de Singapour, puisque voilà, c'est vraiment une île qui représente 720 à peu près kilomètres carrés de superficie. Donc, c'est plus petit que Paris et sa petite couronne. Et toutes les zones qui sont en rouge, en rose, sont des zones qui ont été gagnées sur la mer. Alors, c'est un climat qui est tropical, chaud et humide toute l'année, avec une forte densité, comme on peut le voir, par rapport à la superficie. Il y a quand même 5,7 millions d'habitants. 4 langues officielles, dont l'anglais. Et donc, ça, c'est intéressant puisque, en fait, l'anglais est principalement la langue du business. Donc, si vous souhaitez vous développer sur ce marché, sachez que c'est relativement aisé puisque, voilà, on parle anglais. Un taux de croissance qui est très bon, un PIB par habitant qui est très élevé et un taux de chômage qui est très bas. Alors, Singapour, les moteurs de la croissance. Donc là, principalement, nous avons mis en fait tous les secteurs qui sont les secteurs principaux, j'ai envie de dire, à Singapour. Néanmoins, ce n'est pas parce que votre société n'est pas dans un de ces secteurs que vous n'avez pas d'opportunité de business à Singapour ou dans la zone. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec mes collègues de la Team France Export pour discuter de vos secteurs et des opportunités d'affaires. Donc, on voit en fait via cette slide et ce graphique que c'est une économie principalement de services, mais qui a aussi de l'industrie. Alors, la Chambre de commerce française à Singapour, comment nous fonctionnons? En fait, nous sommes une association qui est totalement autofinancée et donc nous vivons tout simplement des adhésions à notre communauté d'affaires et via toutes les activités et les services que nous proposons. C'est une association également qui a plus de 40 ans. Donc, on a principalement 3 gros départements. Le Business Club, qu'on va résumer donc sur l'animation de notre communauté d'affaires avec 700 entreprises membres adhérentes. Et alors là, effectivement, on a un petit peu changé. On est à 220 habituellement, 220 événements par an. Là, du coup, on est plutôt sur un format digital, de webinaires, entre autres. Et ensuite, on a des comités. On va y revenir juste après. Le Business Support, c'est le département dont je fais partie. Donc, c'est le support aux entreprises. C'est la création de sociétés. Ce sont également les demandes de visa, mais ce sont également la Team France Export, à savoir les missions de prospection, l'organisation de délégations ou encore des études de marché. Et ensuite, le dernier département, les ressources humaines. Alors, à la fois, ils vont pouvoir recevoir tous les candidats en fait, qui sont en recherche d'emploi à Singapour, mais également, ils vont pouvoir aider les sociétés dans leur placement. Et donc, on a un taux de placement sur tout ce qui est intéressant, français et non français ou non francophone, qui est de 60-40 à peu près. Donc, on n'est pas uniquement là pour recruter ou pour placer des Français. Alors, la communauté de membres est très dynamique, on l'a vu par rapport à la quantité et de membres et d'événements, et on essaie en fait d'animer tout ça en fonction des centres d'intérêt de chacun, mais aussi en fonction des axes de croissance de Singapour. Donc, on a des comités par secteur et on a également des comités
par fonction, mais on a également des projets collaboratifs, par exemple sur la santé ici, et également des clubs qui permettent en fait aux pairs de se retrouver et d'échanger vraiment sur leurs problématiques. Ça peut être, voilà, ça peut être des questions de recrutement ou des questions légales. Le booster qui regroupe en fait tous les services que l'on peut vous apporter pour vous aider à chaque étape de vos projets. Donc ça va de la prospection du marché local à la participation à un salon à Singapour via l'organisation de Pavillon France. Ça peut être les implantations, donc la création de votre société à Singapour, les demandes de visa pour vos employés étrangers ainsi que pour leur famille. Le Business Center, puisqu'on a au sein des locaux de la Chambre des bureaux qui sont à votre disposition. Et enfin, le recrutement pour démarrer votre business et mettre en place vos équipes. Alors, on rentre dans le vif du sujet, la création de société à Singapour. Alors, on a un package clé en main d'accompagnement sur 3 mois qui est complet et totalement personnalisé. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier vos besoins et on va vous proposer une stratégie, un montage qui est en fonction de ces besoins et également en fonction de votre secteur, parce que parfois vous avez des licences, ce genre de choses. Et donc, on est là vraiment pour vous accompagner là-dessus, de la création de la structure vraiment jusqu'au démarrage de votre business. On va s'associer également avec des professionnels qui travaillent avec nous depuis des années et donc on a vraiment une relation de confiance et vraiment un schéma en fait qui fonctionne parfaitement. Grâce également à notre réseau et à notre communauté d'affaires, on peut dire qu'on est un petit peu solution finder, c'est-à-dire que quel que soit vos besoins, on peut aller chercher via nos membres, enfin dans le réseau de nos membres, des solutions à vos besoins. L'interlocuteur francophone à vos côtés, alors c'est vrai que même si on parle quand même anglais, on est quand même intéressé d'avoir une personne qui parle français à nos côtés, parce que voilà, c'est quand même des problématiques un peu techniques, ou en tout cas, donc, voilà, on a des interlocuteurs francophones, y compris dans le réseau de professionnels que l'on utilise pour vous accompagner dans les créations de structures. Alors, on va commencer par la structure qui est la structure la plus répandue, je dirais, à Singapour, et qui s'appelle la Private Limited. Alors, parfois, c'est ce qu'on voit, on va l'appeler la PTE Ltd. Vous allez notamment le voir, par exemple, pour Niji, donc que c'est le titre, en fait, de la structure. Alors, on va résumer la Private Limited entre plus ou moins une SARL et plus ou moins une SA. À savoir qu'une SARL, donc le rapprochement qu'on peut faire avec la SARL et la Private Limited, c'est que la responsabilité de votre société va être limitée dans l'apport en capital que vous allez faire à Singapour. Mais c'est un petit peu comme une SA aussi, puisqu'on va vous demander de nommer des directeurs et des actionnaires. Ça peut être néanmoins les mêmes personnes, mais à la différence de la France, leurs rôles sont vraiment différents. Alors, la Private Limited, même si on a tendance à résumer en disant que c'est une filiale, c'est en vrai une entité qui est vraiment indépendante. Donc, c'est-à-dire que l'apport, ce que je vous disais auparavant, c'est que l'apport en capital va être vraiment ce qui va déterminer la responsabilité de la maison mère, mais pas au-delà de ça. Il n'y a pas de durée de vie, donc c'est vraiment illimité. À partir du moment où vous enregistrez votre société à Singapour, votre Private Limited, elle est là, elle existe, et si vous voulez la clôturer, ensuite il y a tout un process, mais en tout cas il n'y a pas de date de durée de vie. Et ce que je vous disais, c'est que c'est une structure qui est vraiment répandue à Singapour et qui, du fait aussi de sa durée de vie non limitée, vous apporte un vrai avantage quand vous allez négocier avec des prospects à Singapour ou dans la zone. Ça donne vraiment confiance en fait dans le fait que votre structure est vraiment établie. Il y a 3 piliers permanents, donc c'est-à-dire que vous retrouverez peut-être le Marina Bay Sands en petit clin d'œil, mais en tout cas, sachez que du moment où votre société Private Limited va exister, il va vous falloir tenir 3 piliers, donc des personnes à ces 3 postes, un compagnie secrétariat qui est globalement une sorte de greffier pour la structure et qui sera forcément un prestataire de service qui est extérieur à la société. Lui, son rôle, c'est d'assurer aux autorités que votre société, elle respecte bien ses obligations et son agenda, comme par exemple l'organisation de l'assemblée annuelle. Le directeur local, c'est
par sa notion de local, est un directeur qui est résident à Singapour. Alors, ça peut être un Singapourien, ça peut être un étranger qui a un statut de résident permanent qu'on appelle PR, on va en parler un petit peu plus tard. Ça peut être également un prestataire de service qui n'est pas du tout investi dans votre société, mais qui va juste être là pour vous représenter localement. Et dans ce cas-là, on va l'appeler nomini directeur, puisque ce sera un prête-nom. Et le dernier pilier, c'est un actionnaire. Et donc, l'actionnaire, sachez qu'à Singapour, il peut être à 100% étranger. Et donc, votre société peut posséder à 100% sa société à Singapour. Il n'a pas besoin de s'associer avec un local, avec un Singapourien. Alors, la création étape par étape de la Private Limited, je me suis permis d'ajouter cette slide parce que c'est important, c'est différent par rapport à la France. En fait, on crée d'abord la société avec $1 de capital social qui est une valeur symbolique. On n'a pas d'argent nulle part. Et ensuite, on fait les démarches pour l'ouverture du compte en banque professionnel. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on va faire l'augmentation de capital. Sachez qu'à Singapour, le capital n'est pas un montant qui va être bloqué. Le capital peut être utilisé pour toutes les dépenses qui sont propres à l'activité. Donc, par exemple, le paiement des salaires de vos employés à Singapour, ça peut être le paiement d'un bureau, par exemple, d'un loyer, mais ça peut être différents frais professionnels également. Alors, et ensuite, on fait une demande de permis de travailler. Donc, j'ai mis en fait une remarque. Sachez tout de même que si vous avez besoin de recruter du personnel étranger qui n'a pas un statut de PR, donc de résident permanent, vous devrez demander un permis de travail ou un visa de travail. Et sachez que par rapport à ça, est demandé un capital minimum de $50 000 singapouriens pour augmenter les chances d'obtention de ce permis de travail. Alors, les postes du budget, du moment où vous allez du coup créer votre structure et jusqu'à la fin de la vie de la structure, sachez qu'il y a différents frais à anticiper. Alors, le compagnie secrétariat, on l'a vu, c'est un des piliers. Il vous faut de façon permanente ce prestataire de service. Le directeur local, c'est uniquement si vous continuez avec ce fameux nomini directeur. Sinon, ça peut être un de vos employés qui prend la main et dans ce cas-là, il sera payé via son salaire, bien sûr. La comptabilité, alors il n'y a pas d'obligation à Singapour d'externaliser, c'est-à-dire que votre société en France peut très bien gérer la comptabilité à Singapour, mais sachez toutefois qu'au moment de la remise des comptes, vous devez respecter un format bien spécifique à Singapour. Et donc, parfois, vous pouvez vous dire, je vais gérer ma comptabilité en France avec mon équipe. Par contre, au moment de la remise des comptes, je vais peut-être engager un comptable singapourien, enfin local, pour qu'il me fasse cette mise aux normes. Le personnel, bien sûr, comme partout, les salaires mensuels doivent être payés mensuellement et vous avez également des fiches de paye à éditer. Sachez l'avantage, c'est que quand on recrute en fait des étrangers qui n'ont pas ce statut de résident permanent, donc non PR, vous avez uniquement une seule charge qui s'appelle le SDL et qui est une contribution à un fonds de formation pour les Singapouriens et qui correspond à 0,25% du salaire de la personne. Donc, c'est vraiment très peu. Et par contre, pour les Singapouriens et les résidents permanents, il y a également ce SDL, mais il y a aussi ce qu'on appelle le CPF. Et donc, le CPF, sachez que c'est ce qui va regrouper en fait toutes les charges patronales, à la fois pour la retraite, pour la santé et pour l'investissement. Donc, c'est un seul prélèvement qui ensuite va être dispatché, j'ai envie de dire, entre 3 comptes, épargne, médicale et investissement. Alors, les impôts sur la société uniquement si vous avez des bénéfices. Et donc, ce que je vous disais au début, c'est assez intéressant puisque dans tous les cas, à Singapour, le taux maximum d'impôt sur la société, c'est 17% et c'est uniquement pour un bénéfice qui va être supérieur à $200 000 singapouriens. Également, on a des impôts sur le revenu, bien sûr. Et là, également, c'est très intéressant. Et vraiment, le taux, encore une fois, le taux maximum à Singapour sur les revenus, c'est 22% si on est à plus de $320 000 de revenus annuels. Alors, la GST, en fait, c'est la TVA, tout simplement. Il y a un taux unique, que ce soit un service ou un produit, qui est à 7%. Et par contre, la différence par rapport à la France, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'adhérer à un numéro de TVA, donc de GST, tant que vous n'atteignez pas, enfin votre chiffre d'affaires de la société à Singapour n'atteint pas le million en fait de chiffre d'affaires, de dollars singapouriens, ou alors, bien sûr, vous pouvez vous enregistrer avant sur la base du volontariat, c'est-à-dire, par exemple, j'ai besoin de faire de l'import-export et donc pour mes déclarations en douane, je vais avoir besoin d'un numéro de TVA
TVA, si je n'utilise pas un prestataire de service, un logisticien, je vais être obligée d'avoir mon propre numéro de GST. Dans ce cas-là, avant mon million de chiffre d'affaires, je vais être obligée de prendre ce numéro de TVA. Le dernier point, c'est l'audit. Alors, sachez qu'à Singapour, l'audit n'est pas obligatoire si vous êtes considéré comme une petite structure, une petite compagnie ou un petit groupe. Et donc, vous avez des critères d'exemption. Donc, c'est revenu annuel total de 10 millions de dollars, total des actifs 10 millions de dollars ou nombre d'employés 50. Si vous êtes au moins sur 2 des 3 critères en dessous, vous êtes considéré comme une petite entité. Dans ce cas-là, vous êtes exempté d'audit. Alors, il y a bien sûr d'autres structures que la Private Limited. Il y a notamment la branch, en fait, qui est carrément un équivalent de succursale, par contre, qui est vraiment très lourd en termes de gestion et en termes, par exemple, j'ai envie de dire, d'administratif. C'est-à-dire que la branch doit être une extension de la maison mère. Donc, ce n'est pas une entité indépendante. La maison mère, on le voit ici, donc il faut que la branch ait le même nom et les mêmes activités que la maison mère. Et surtout, la maison mère a une responsabilité illimitée envers sa succursale. Donc, c'est jusqu'à épuisement de la dette, votre société en France va être redevable. On ne bénéficie pas non plus des incitations fiscales. Donc, j'ai parlé du taux de maximum de 17%, mais sachez que sous un format de Private Limited, pour les bénéfices qui sont en dessous de 200 000 $, vous avez des taux qui sont réduits. Et une branch ne bénéficie pas de ça. Il y a également le Representative Office qui est en fait un bureau de représentation. Et donc ça, Alexia pourra nous en parler un petit peu plus tard, vu que c'est la structure sous laquelle elle travaille à Singapour. Et donc le but d'un bureau de représentation, c'est d'étudier le marché, mais de ne pas avoir d'activité commerciale. Dans tous les cas, il n'y aura pas de possibilité d'ouvrir un compte en banque professionnel à Singapour avec un bureau de représentation. Par contre, les avantages, effectivement, c'est que comme il n'y a pas d'activité commerciale, il n'y a pas de comptabilité à tenir et il n'y a pas d'imposition non plus à Singapour. Alors, les limites, forcément, quand on veut créer un bureau de représentation à Singapour, il faut savoir qu'il y a une obligation que la maison mère, donc votre société en France, ait au minimum 3 ans d'existence et un chiffre d'affaires qui est supérieur à 250 000 $ américains. Également, le bureau de représentation est une structure qui est temporaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va l'enregistrer pour 1 an et on peut aller jusqu'à 3 ans maximum d'enregistrement. Mais cet enregistrement, y compris la première année, est soumis à l'obtention d'une validation par une institution qui s'appelle Enterprise Singapore et qui va en fait décider si qui va aller notamment sur votre site internet, qui va faire un petit peu des recherches et qui va estimer si vous n'êtes pas présent dans la zone, oui, vous pouvez éventuellement accéder à un bureau de représentation pour faire votre étude de marché. Par contre, si vous avez vos produits qui sont déjà distribués à Singapour, si vous avez des agents par exemple ou des bureaux dans la zone, alors ça peut être par exemple au Vietnam ou en Thaïlande, ils peuvent estimer que vous maîtrisez suffisamment le marché et donc que vous n'avez pas besoin de passer par cette structure temporaire de bureau de représentation et que vous devez faire automatiquement une création de Private Limited. Donc, c'est un petit peu les limites en fait, du bureau de représentation. Également, en général, le bureau de représentation va avec un employé qu'on va appeler le Chief Representative et c'est également le titre d'Alexia. Alors, les visas à Singapour. Alors, il y a… donc, on va voir en fait là les principaux visas qui sont délivrés par ce qu'on appelle le MOM, donc Ministry of Manpower. Et nous, la Chambre de commerce, nous disposons d'une licence d'Employment Agent qui nous permet de faire ces demandes de visa et donc de travailler avec le MOM. Alors, principalement, en haut, vous avez les permis de travail et en bas, vous avez les permis de séjour. Alors, l'Employment Pass, c'est le permis de travail pour les employés étrangers qui n'ont pas ce statut de résident permanent. On va y revenir sur le statut de résident permanent juste derrière. Les spécificités, c'est que pour que vous puissiez faire une demande d'Employment Pass, votre société doit avoir injecté ce fameux capital initial, les 50 000 $ dont je parlais minimum. Également, il doit y avoir un salaire minimum. Alors, sur le papier est inscrit, en tout cas sur le site du MOM, est inscrit que le salaire minimum est de 3 900 $ pour faire une demande d'Employment Pass. Par contre, dans les faits et l'expérience, on est au minimum plutôt aux environs de 5 000 $ singapouriens.
par mois. Et également, sachez que si cette personne a besoin de faire venir sa famille, le salaire minimum obligatoire est de 6 000 $ singapouriens. Et l'Employment Pass est délivré pour les personnes qui ont une formation spécifique. Donc, en général, on a tendance à résumer en disant un niveau Bac+5, une expérience professionnelle qui est importante et qui est en relation avec la structure et des compétences spécifiques. Donc, par exemple, vraiment une connaissance technique vraiment spécifique qui ne se trouve pas à Singapour. L'espace, c'est la même chose. Donc, c'est un permis de travail. Par contre, on va résumer en disant que l'espace, c'est souvent pour les employés étrangers qui ont un niveau de formation inférieur à un master degree ou alors une expérience professionnelle absente ou très faible. Par exemple, un junior qui va juste simplement sortir de l'école. Par contre, à la différence de l'Employment Pass, pour le espace, vous avez des quotas. C'est-à-dire que je ne peux pas demander un espace si je n'ai pas au minimum un certain nombre d'employés locaux, donc des Singapouriens ou des PR, pour pouvoir faire. Alors, ça dépend des services et des secteurs. Donc là, effectivement, il y a un barème qui est assez spécifique, mais en tout cas, sachez que vous ne pourrez pas vous dire je crée ma société et mon premier employé serait une personne en espace. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé de recruter des Singapouriens avant de pouvoir faire cette demande d'espace. Et vous avez aussi en espace, alors, ce qu'on disait pour les Employment Pass, uniquement le SDL, le fameux fonds de participation, enfin la participation au fonds de formation des Singapouriens. Par contre, pour le espace, vous avez d'autres charges supplémentaires qu'on va appeler les vies et une assurance médicale obligatoire. Pour la famille, vous avez deux types en fait, de permis de séjour, le Dependent Pass et le Long Term Visit Pass. Donc, le Dependent Pass pour le conjoint marié et pour les enfants, le Long Term Visit Pass pour les parents de la personne qui porte l'Employment Pass, sous certaines conditions de salaire notamment, pour le conjoint non marié, également les enfants par alliance et si il y a des enfants handicapés qui ont plus de 21 ans. Alors, sachez que le Dependent Pass, lui, a la capacité de conserver son statut de dépendant, mais de travailler avec une simple Letter of Consent. Donc, c'est une sorte de permis de travail qui va être rattaché au Dependent Pass et donc qui va permettre en fait de travailler un peu plus simplement que si on obtenait son propre visa de travail. Par contre, le problème, c'est que si la personne qui porte l'Employment Pass perd son Employment Pass, la personne qui a son Dependent Pass perd son Dependent Pass et la LOC va sauter également et donc là c'est assez problématique. Donc la personne qui est en Dependent Pass peut bien sûr obtenir son propre permis de travail de type Employment Pass ou de type espace. Par contre, pour les personnes qui ont un LTVP, si elles souhaitent travailler, eh bien, elle va devoir obtenir son propre permis de travail vraiment sur la base de ses compétences personnelles. Alors, la deuxième partie des visas, c'est un peu différent. Donc là, en fait, on va parler des Singapouriens et des personnes étrangères qui ont un statut de résident permanent à Singapour. Sachez que ces personnes-là n'ont pas besoin de visa de travail. Ils peuvent travailler en freelance, ils peuvent cumuler plusieurs emplois et voilà, ils n'ont pas besoin de visa de travail. Par contre, comme ces personnes-là sont considérées comme de la main-d'œuvre locale, eh bien sûr, vous aurez des charges patronales, le fameux CPF, à payer. Mais il faut savoir que Singapour protège sa main-d'œuvre locale et donc le recrutement de la main-d'œuvre locale doit être favorisé dans tous les cas, quel que soit votre projet. Vous devez essayer de recruter un maximum de Singapouriens ou de PR. Il y a un autre format de LTVP qui s'appelle, donc qui est toujours LTVP, mais qui est délivré par une autre institution que le MOM, qui est l'ICA. Et l'ICA, en fait, c'est l'immigration à Singapour et c'est uniquement délivré pour les conjoints mariés d'un résident permanent ou d'un Singapourien. Et l'avantage de ce LTVP délivré par l'ICA, donc l'immigration, c'est qu'on peut demander une LOC également, mais cette LOC est rattachée à la personne, elle n'est pas spécifique à une entreprise, ce qui fait que je peux avoir mon LOC pendant toute ma durée de mon LTVP si j'ai un LTVP délivré par ICA, et ça me permet de changer d'employeur et de ne pas avoir à redemander un nouveau permis de travail entre chaque employeur. Alors, le premier point, le volontariat international en entreprise, donc le VIE, sachez que c'est un statut fiscal qui n'est pas reconnu à Singapour. Donc, il faut un permis de travail qui est vraiment dédié. Donc, en plus de ce statut de VIE, il vous faut un permis de travail. Sachez que, par contre,
il n'y a pas d'imposition à Singapour non plus pour les personnes qui sont en VIE. Et enfin, le dernier point, ce sont les stages. Alors, il y a un visa qui s'appelle le Work Holiday Pass. Et donc, comme son nom l'indique, c'est à la fois pour travailler et à la fois pour être en vacances. Et donc là, c'est soit, c'est l'étudiant ou le jeune employé, diplômé, qui va faire directement la demande de Work Holiday Pass et qui va choisir soit d'être en vacances ou soit de travailler. Il va choisir la société pour laquelle il va travailler et ça va constituer son visa de travail. Voilà. Alors, les témoignages, je vais demander du coup à Adrien et à Alexia de bien vouloir réactiver leur caméra et puis je vais leur laisser le micro. Merci Laetitia. Rebonjour à tous, rebonjour à toutes. Donc, comme l'a dit Laetitia, moi, je suis Managing Director de Niji à Singapour. Niji Singapour, c'est le premier bureau à l'étranger de Niji. Ce que je vous propose, c'est un petit peu de vous expliquer la genèse de la création de cette entité depuis la décision du comité exécutif de Niji jusqu'à les 6 premiers mois d'existence, puisque moi je suis arrivé ici juste avant un petit peu toute la situation liée au Covid, fin décembre 2019. Pour remettre un petit peu de contexte, qu'est-ce que Niji? Niji, c'est une entreprise qui a 20 ans d'existence. C'est une agence digitale française, complètement indépendante financièrement, de 1000 personnes, et donc qui associe plusieurs activités, conseil, design, technologie, implémentation Salesforce, pour accompagner ses clients dans les grands enjeux de leur transformation digitale et pour faire face, pour accélérer leurs projets, leurs initiatives digitales, pour faire face à tout nouveau challenge qu'ils peuvent rencontrer, qui sont de plus en plus nombreux, je pense, avec cette situation très particulière. Et donc, il y a maintenant un peu plus d'un an, fin 2018, Niji a décidé d'ouvrir son premier bureau international en Asie. À l'époque, on hésitait, ou plutôt le COMEX de Niji hésitait entre 3 villes, Shanghai, Hong Kong et Singapour. On a éliminé finalement Shanghai assez rapidement, puisqu'on n'était pas du tout mature, pas du tout prêt pour aller adresser le marché chinois. Finalement, la décision, on a hésité entre Hong Kong et Singapour. Donc, 3 membres du COMEX de Niji ont fait un roadshow pendant une quinzaine de jours à cheval sur ces 2 villes pour prendre leurs décisions. Et je pense, pour toutes les bonnes raisons qu'a notamment pu évoquer Laetitia un petit peu plus tôt dans la présentation, on a choisi Singapour. Stabilité économique, stabilité politique. La plupart des centres de décision de nos clients français, des grandes compagnies françaises en Asie, sont plutôt à Singapour plutôt qu'à Hong Kong, et faciliter notamment de pouvoir adresser tous les pays environnants qui composent la zone ASEAN, puisque c'est aussi une volonté de notre part et de Niji, de pas seulement se concentrer sur le marché de Singapour, qui est finalement un marché assez réduit, mais de pouvoir aller adresser tous les pays environnants, comme la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, et j'en passe. Donc, on a pris cette décision fin 2018, début 2019. On a choisi la FCCF pour nous accompagner justement dans cette démarche et dans cette implémentation. Donc, je remercie une nouvelle fois la FCCF de manière générale et toutes les personnes qui ont pu nous accompagner dans cette démarche. Ça a pris un petit peu plus d'un an, du coup, entre la décision Niji et mon arrivée ici avec mon IP. Première raison, c'est clairement de notre faute. Donc, un conseil que je peux me permettre de donner. On a mis quand même plusieurs mois à lancer la procédure. De mémoire, on a lancé la procédure, je pense, fin mai 2019. Donc, on avait quasiment déjà perdu 4 mois entre le temps où on avait trouvé la bonne personne, c'est-à-dire moi, pour venir ici, et le lancement du process. Donc, premier mois, c'est très bien passé avec la chambre. Ça a été le début du process, c'est très bien déroulé, a été très vite. Ce qui a vraiment posé problème, ce qui a mis un petit peu un frein à notre implémentation ici, ça a été le processus bancaire. Alors que Niji, finalement, a une structure juridique très simple en France, un actionnariat très limité. On a mis beaucoup de temps, quasiment de mi-juillet, fin juillet, à fin septembre, fin octobre, pour finaliser cette partie bancaire, pouvoir ouvrir un compte dans une banque à Singapour. Pourtant, on a choisi la plus grande banque singapourienne. Et puis derrière, voilà, faire le transfert de fonds, faire la demande d'IP, pour le coup, qui a été assez rapide, puisque pour ma part, ça a pris 10 jours. Et donc, mon arrivée officiellement à Singapour fin décembre, donc avec une volonté d'ouvrir un bureau localement, de constituer une équipe locale pour délivrer des projets pour nos clients ici à Singapour
et dans la zone, et donc pour développer notre business. Depuis, on a pu recruter 2 nouvelles personnes. Donc maintenant, nous sommes 3 dans ce bureau. Nous sommes en process pour recruter la 4e personne. Ces 2 personnes, on a choisi des personnes françaises pour vraiment constituer le cœur de Niji à Singapour, un cœur français, pas forcément par patriotisme, parce que recruter local, c'est une volonté, c'est très important, mais plus puisque ces personnes, en tant que manager, vont aussi avoir à faire le lien avec nos équipes en France, avec nos équipes aussi support en France. C'était important pour nous qu'elles puissent parler français pour faciliter cette communication. 2 profils assez similaires, on va dire, en termes d'expérience, mais dans le process un peu différent. Quelqu'un qui a suivi sa femme à Singapour, donc il s'est installé à Singapour mi-janvier, donc c'est là qu'on a pu se rencontrer, et une autre personne, français aussi, comme j'ai pu le dire, mais pour le coup, qui était à Singapour depuis 2 ans. Donc les 2 en IP, mais finalement une création d'IP et un renouvellement, je ne sais pas si c'est exactement le terme, Laetitia, mais un renouvellement d'IP, en tout cas quelqu'un qui avait un IP dans une autre société que Niji. Donc on a fait un transfert d'IP. Dans les 2 cas, c'est la chambre qui nous a accompagnés. Dans les 2 cas, ça a mis entre 10 et 12 jours, entre le moment où on a vraiment lancé le process et le moment où ils ont pu recevoir leur IP. Ça, c'était un peu aussi avant le Covid. Je pense que la situation maintenant est un peu différente. On va dire qu'en temps normal, les process se passent très bien. La chambre est très compétente sur le sujet, notamment Philomena. Si vous implantez ici avec la chambre, vous entendrez forcément parler de Philomena. Je ne sais pas forcément quoi ajouter d'autre, donc n'hésitez pas à poser vos questions après. Ce sera un plaisir d'y répondre. Mais voilà, donc process d'implémentation assez classique pour une structure la plus connue ici que la Private Limited, pour un lancement de business dans la région, recrutement d'une équipe locale. Donc là, depuis maintenant un petit peu moins de 6 mois, on commence à remporter, à délivrer des projets pour des clients, que ce soit des entreprises françaises, des entreprises étrangères, mais qui sont à Singapour. Et aussi, on arrive, même en temps de Covid, à aller adresser d'autres pays, puisque là, on va débuter un projet en Indonésie. Merci. On va passer du coup à Alexia, sauf si tu as d'autres points à ajouter. Non, mais je préfère répondre à des potentielles questions. Ça sera, je pense, plus pertinent. Parfait. Merci Merci à beaucoup. tous. Alors, Alexia. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Alexia Verlet. Je suis VIE pour l'entreprise Laiterie Tribal à Riant. Donc, c'est une entreprise française qui fabrique des produits laitiers et je pense que vous connaissez notamment la faisselle en France, qui est un de nos produits phares, mais on fabrique aussi beaucoup d'autres produits laitiers, des yaourts, des desserts. Sur l'international, on exporte principalement deux marques, Riant et Germain. Donc Riant, c'est plus les desserts, les fromages frais. Et Germain, c'est plus les fromages de tradition AOP. Et donc, c'est une entreprise qui est entièrement familiale depuis plusieurs générations et qui a pour volonté de fabriquer des produits un peu premium, sans additifs. Donc, des bons produits. Et donc, moi, je suis VIE pour leur compte au départ de Singapour. On a créé un bureau de représentation avec l'aide de la French Chamber. Donc, comment ça s'est passé? Donc, j'ai eu en premier j'ai eu mon VIE. Ensuite, on a dû apply pour l'Employment Pass. Donc, entre le moment, je suis restée à peu près 3 mois en France, dans les locaux au siège, le temps d'obtenir mon IP. Donc, ça a pris un peu de temps parce que vu que je n'étais pas déjà sur le territoire et que je n'étais pas, et voilà, que c'était une création from scratch de visa, il a fallu monter tout un dossier en mettant bien en avant le fait que mes expériences, de justifier pourquoi moi et pas une personne locale. Donc tout ça, ça a pris un peu de temps. Et donc voilà, compter 2-3 mois. Et ensuite, la FCCS a aussi permis de nous accompagner dans la création du bureau de représentation.
Donc aujourd'hui, je suis hébergée dans les locaux de la Chambre française. J'ai un petit bureau. Donc les avantages du bureau de représentation, Laetitia elle vous en a parlé un peu avant, mais pour résumer, moi je dirais que donc c'est vraiment bien pour évaluer le marché asiatique et enfin de Asie-Océanie plus globalement, sans avoir à créer directement une private limited, donc ce qui est l'équivalent d'une SARL. Donc ça permet de limiter les coûts. On a eu des coûts notamment pour la création du visa, donc c'est la Chambre de commerce qui s'en est occupée. Voilà, ça a été un coût, mais bon, c'est une seule fois. Et ensuite, l'allocation de l'espace de coworking. Donc voilà, tous les mois, on a un loyer à payer qui reste vraiment tout à fait raisonnable et sinon rien d'autre. Et puis, c'est un bureau de représentation qui est 1 an renouvelable. Donc là, j'entame ma 2e année sous ce bureau. Donc, aussi l'avantage d'avoir un bureau qui est hébergé à la Chambre de commerce. Je dirais que donc moi, je suis arrivée toute seule, je ne connaissais personne à Singapour. Donc, ça m'a permis de rencontrer vraiment des gens rapidement. Un réseau donc perso et pro. Il y a beaucoup d'événements qui sont sur des thématiques diverses qui sont organisées au sein de la Chambre de commerce auxquelles on peut participer. Et donc, ça permet de vraiment développer le réseau et d'entrer dans la communauté française très rapidement. Et également, pour tous les tips du quotidien, j'étais accompagnée. Pareil, si mon entreprise avait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre au niveau administratif, j'avais toujours la chambre, les personnes de la chambre de commerce pour m'accompagner et m'épauler. Donc, vraiment, ça a été d'un grand soutien. Je les remercie. Ensuite, voilà, pourquoi Singapour? Donc, on en a quand même beaucoup parlé là pendant la présentation. Avant d'être à Singapour, mon entreprise avait une VIE basée au Japon. Et puis, donc, ils ont décidé finalement pour des raisons, c'est assez difficile d'être basé au Japon pour des raisons business. C'est mieux de vraiment maîtriser la langue, limite d'être local. Donc, ils se sont dit, même au niveau de la localisation, de s'installer à Singapour pour voir si on pouvait agrandir, plus trouver de meilleures opportunités en couvrant plus largement l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est pour ça qu'on m'a installée à Singapour. Et puis, donc c'est vraiment facile. On a des clients un peu partout et ça permet vraiment de rayonner facilement. On peut faire un aller-retour dans la journée dans un des pays. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment un avantage. Ensuite, c'est une ville très dynamique, ça bouge beaucoup, même au niveau de la food. Il y a beaucoup d'opportunités pour les produits français, parce qu'il y a une grosse communauté d'expatriés, donc pas que français. Et c'est aussi une ville très multiculturelle. Donc, ça change beaucoup. Les gens sont assez curieux en général. Et il y a une facilité aussi pour l'import-export. Donc, Singapour, c'est un des plus gros ports du monde. Donc, moi, ça nous a permis aussi de bien développer le marché singapourien depuis notre arrivée. Donc, ça, c'est un vrai avantage. Et puis, il y a eu des accords qui sont passés récemment entre la France et Singapour pour faciliter. Donc, ils ont levé certains droits de douane et donc l'arrivée des produits se fait plus facilement. Et puis, suite à ce bureau de représentation, on va s'installer l'année prochaine parce qu'on on pense qu'on a fait le bon choix. On arrive à voir qu'il y a des opportunités marché. Donc, on va créer une private limited. Ça va être notre next step pour l'année prochaine. Donc, on est assez content
du résultat de s'être installé à Singapour. Et puis voilà, si vous avez des questions particulières, vous pouvez les poser ici ou m'envoyer un email directement. Je serais ravie de vous aider. Merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va passer aux questions-réponses. Sachez vraiment, n'hésitez pas, hein, vous avez un outil questions-réponses qui est à votre disposition. Donc, vous pouvez rentrer vos questions. Alors, la première question de Luc, serait-il possible d'avoir les slides en fin de présentation? Alors, sachez qu'on a enregistré l'intégralité de la présentation et donc nous allons diffuser cette présentation, alors principalement sur les réseaux de la Chambre de commerce française à Singapour. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre site internet ou à nous suivre, notamment sur LinkedIn ou encore Facebook, et vous pourrez accéder à l'intégralité de la présentation et la vidéo. Voilà. Alors, la deuxième question de André. Alors là, du coup, ça va plutôt s'adresser, je pense, à Niji et également à Rian. Est-ce que vous avez vu, les résultats commerciaux souhaités grâce à votre ou vos implantations? Alors, je ne sais pas qui est-ce qui veut répondre à cette question en premier. Je peux commencer. Oui, alors on a vu, je suis contente du résultat parce que en ayant quelqu'un, je pense, sur place et même sur la zone, et en étant plus proche des clients, en allant leur rendre visite, et même en étant directement basé à Singapour, ça nous a permis vraiment de voir notre chiffre d'affaires se développer. Après, c'est vrai qu'on commençait de assez bas parce que l'Asie-Pacifique, c'est un marché pour nous en développement. On est beaucoup plus fort sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc voilà, voilà, c'est des chiffres à plus de 100%. Et sur la zone, mon premier marché, c'est l'Australie. Parce que les habitudes alimentaires sont quand même plus proches, sont proches des Europe, Amérique. Donc voilà, on a un gros marché là-bas. Mais sur Singapour, vraiment, on a été très contents et on a ouvert un nouveau marché à Taïwan récemment, même pendant la période Covid. On a réussi à ouvrir le pays. Bon, après, c'était un travail en amont, mais pareil, le fait de pouvoir aller sur place, c'est vraiment important pour de pouvoir avoir cette proximité avec les clients et qu'ils aient vraiment un repère à qui s'adresser. Et on a ouvert également l'année dernière la Chine. Donc, on a des partenaires. C'est vraiment des partenaires, c'est plus que des clients. On travaille main dans la main pour développer les marques Riant et Germain dans les différents pays. Parfait, merci. Adrien, est-ce que tu... Oui, pour répondre à la question, forcément non, puisque entre le moment où on s'est implanté ici, qui était fin décembre, et aujourd'hui, il y a eu un petit bouleversement du contexte économique mondial. Donc forcément, on a dû pivoter, on a dû se réadapter. Maintenant, je pense que compte tenu de la situation et du contexte actuel, en tout cas, on est quand même plutôt satisfait. Puisque le cœur de l'équipe, comme j'ai pu le dire, est constitué. On a pu remporter et délivrer nos premiers projets. Donc il y a quand même pas mal de victoires. Et on sent quand même que malgré le contexte, en tout cas les premiers mois que j'ai pu vivre ici, qu'il y a une vraie dynamique, il y a une vraie dynamique commerciale, business ici, qu'il y a des choses qui se font, je pense, beaucoup plus rapidement qu'en France, ce que j'ai pu connaître avant. Donc il y a quand même un contexte qui est assez favorable, d'ailleurs, qui a été finalement approuvé, si je ne trouve pas forcément le bon terme, mais qui a été confirmé par le nouveau classement de l'AMD en Suisse, qui a positionné Singapour comme le premier environnement économique du monde. Ça, on le sent, je trouve, assez facilement, en tout cas quand on s'implante ici. Donc non, par rapport à ce qu'on avait prévu, forcément non, mais compte tenu de la situation, les résultats sont plutôt là. Ok, parfait. Alors, j'ai eu également un message. Oui, voilà. Donc, Alexia vient d'y répondre où on nous demandait nos adresses email. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette slide.
Alors, on a une question dans le domaine des infrastructures, est-ce qu'il y a des opportunités? Alors, oui, bien sûr, puisque donc, Singapour, alors si on parle vraiment quel type d'infrastructure? Si on parle de la construction, oui, puisque ce qu'on a vu au début, c'est que c'est une toute petite île avec une forte densité. Donc, ils ont besoin énormément, en fait, ils sont pas forcément alors, ils vont préserver certains bâtiments types ou typiques, en fait. Par contre, ils ne vont pas être forcément dans la restructuration de l'existant. Donc, il y a vraiment beaucoup de construction avec, bien sûr, forcément une évolution sur des constructions qui sont moins gourmandes en énergie. Voilà, enfin vraiment des thématiques qui sont importantes pour Singapour, mais également parce que voilà, la densité augmente, qu'elle est amenée à augmenter. Il y a quand même une forte propension également de travailleurs étrangers, et donc du coup, voilà, il y a du monde qui arrive à Singapour, et donc oui, effectivement, il y a des opportunités. Vraiment, pour discuter de la question vraiment spécifique, alors que ce soit donc pour Philippe ou pour d'autres, si vous avez vraiment des questions spécifiques à vos secteurs, encore une fois, n'hésitez pas soit à me contacter pour que je puisse vous mettre en relation avec mes collègues qui sont experts secteurs au sein de la Team France Export, ou à prendre rendez-vous directement avec eux au sein de ce forum. Alors, on a également la question de est-ce que Singapour donne accès à la Chine, de André. Alors, est-ce que vous, l'un ou l'autre, donc le marché chinois est un marché qui vous intéresse, et est-ce que vous trouvez que Singapour peut vous permettre cet accès ou... Ouais, je commençais très rapidement, comme ça je pense qu'Alexia, tu auras peut-être plus de choses à dire sur le sujet. Je ne pourrais pas forcément répondre à la question. En tout cas, nous, on n'imagine pas adresser le marché chinois depuis Singapour. Comme j'ai dit en préambule, si on voulait adresser le marché chinois, on aurait été à Shanghai, où je pense qu'on aurait plutôt choisi Hong Kong. Donc pour l'instant, de notre point de vue, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de Singapour, c'est surtout pour adresser le marché sud-est asiatique. Et ensuite, la Chine, c'est vraiment autre chose. Donc si on veut aller en Chine, on ira en Chine, ou on ira peut-être à Hong Kong, mais on ne pense pas l'adresser depuis Singapour. Sauf opportunité, sauf si un client nous y emmène. Mais à date, c'est pas dans la roadmap. Merci. Alexia, est-ce que tu as un avis? Désolée, je répondais juste à la question sur les certifications produits. Oui, sur la Chine, du coup, nous, ça nous a permis... on a rencontré nos partenaires sur le salon du food, le Cial Paris. C'est un salon agroalimentaire. Donc, globalement, on rencontre tous nos meilleurs partenaires sur les salons. Donc, c'est important pour nous d'en faire. Bon, d'ailleurs, petite parenthèse, on devait participer au Food Hotel Asia à Singapour. Bon, il a été annulé à cause du Covid, mais on pense que ouais, ça nous aurait apporté beaucoup d'opportunités, de nouveaux clients. Et donc, pour revenir à la Chine, ça nous permet oui, de développer, de nous donner accès à ce pays. C'est facile au départ de Singapour d'obtenir un visa pour y aller. Ça prend quelques jours. Ouais, en 2 jours, on a l'obtention du visa. Parce qu'à chaque fois qu'on va en Chine, il faut un visa particulier, soit un visa business ou un visa touriste. Et puis ensuite, on peut avoir le visa business qui est sur une période, par exemple, de 6 mois, quand on prouve que voilà, on a besoin d'y aller plusieurs fois. Et puis voilà, moi, le fait donc, de pouvoir me rendre régulièrement en Chine, les clients sont basés à Dalian, donc c'est dans le nord de la Chine, à la limite de la Corée du Nord. Et puis, ça nous a permis de comprendre comment voilà, il fonctionne, moi d'apprendre plus, parce que je ne suis pas une spécialiste de la Chine à la base. Je prends des cours de chinois, mais donc voilà, j'essaye de comprendre la culture, de comprendre les différentes road to market, voilà, les canaux pour vendre, et en essayant voilà, d'adapter aussi nos produits à leur marché. Donc là, globalement, les produits laitiers, ça les intéresse surtout pour les enfants.
parce que des adultes, c'est assez connu quand même que la Chine n'est pas un pays qui affectionne particulièrement les produits laitiers. Donc voilà, aujourd'hui, ils ciblent notamment les enfants pour les produits laitiers, et avoir des fromages, des yaourts qui viennent de France, ça a une très bonne image de qualité. Et donc voilà, ça nous a quand même permis, en étant à Singapour, d'être réactif et de pouvoir. On est aussi sur la même time zone, donc il n'y a pas de différence de temps. Donc voilà, on est vraiment en phase. Ils ont aussi des autres moyens de communiquer. Ils communiquent très peu par mail. Donc, il faut savoir être réactif, communiquer par WeChat. Faut vraiment s'adapter, et en allant les rencontrer régulièrement, ça nous a permis de développer, d'avoir une relation de confiance. D'accord, merci. Alors, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin déjà de l'heure qui nous était accordée, c'était d'une question en fait sur le recrutement dans le domaine de l'IT. Alors, pour cette question, si la personne peut m'écrire directement un email, et ensuite je l'adresserai vers mes collègues qui sont dans la partie recrutement. Je pense qu'elles seront en meilleure capacité en tout cas de répondre à cette question. Voilà. Alors, comme nous arrivons déjà à présent à la fin de cette session, on va clôturer pour respecter l'agenda. Bien sûr, si vous aviez d'autres questions ou si vous souhaitiez échanger sur vos projets, à nouveau, je vous invite soit à nous contacter par email, soit à prendre un rendez-vous alors avec moi ou avec mes collègues au sein du forum. Je tenais à remercier Alexia Verlet et Adrien Thomas pour le temps qu'ils nous ont consacré aujourd'hui. Et bien sûr, à nouveau, la CCI France Internationale pour l'organisation de ce forum en version digitale, et je vous souhaite une bonne continuation à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci.